Ok, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouvel enregistrement pour le groupe Sciences de l'Homme Nouveau et Intégral. Ce soir, nous sommes en compagnie de Arkiel, de moi-même. Donc, notre invité, c'est Arkiel, de moi-même, Olive et Brice. Bonjour Donc, tout du le groupe, monde. ouais, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Bonsoir. à toi Olive, bonsoir Ouais, à Brice. Bonsoir. bonsoir, Arkiel. Donc, ce soir, on t'a invité pour commencer à débuter sur un premier sujet, et après, sûrement, ça va évoluer. Mais toi, quelque part, ta spécialité pour nous, d'après ce qu'on tu nous as dit, c'est l'hypnose. Oui, c'est ça, oui. Oui, je pratique Voilà. l'hypnose depuis à peu près 15 ans maintenant. Ah ouais, ouais. Et donc, c'est vrai qu'il y a plusieurs types d'hypnose et on va te laisser te décrire et nous dire à peu près ce que tu fais parce qu'il y a plusieurs spécialités dans l'hypnose, j'imagine. Et puis, En fait, oui, en réalité, il n'y a qu'un seul type d'hypnose. Si tu veux, l'hypnose, c'est un état modifié de conscience. Après, il y a diverses techniques d'hypnose. Moi, j'ai pratiqué l'hypnose ericksonienne pendant quelques années. Et ensuite, je me suis tourné vers l'hypnose humaniste, c'est-à-dire une hypnose un peu moins autoritaire, un peu plus dans, dans l'offre d'espace vital pour l'autre. En fait, dans l'hypnose ericksonienne, il y a surtout tout un protocole à respecter et j'ai voulu, si tu veux, casser ces formes-là, justement, de l'hypnose. D'accord. ok. Alors, Euh, bon, L'hypnose ericksonienne, c'est quoi la spécificité pour ceux qui connaissent pas? Alors, bon, déjà, quand on dit ericksonienne, ça a été créé par Milton Erickson et la spécificité de l'hypnose ericksonienne, c'est d'essayer de régler, on va dire, de régler les problématiques individuelles d'une personne par les suggestions et les métaphores. C'est-à-dire que c'est une façon de commander indirectement une personne, de l'induire dans un état ce qu'on appelle un état de transe pour pouvoir, euh, pour pouvoir justement accéder à ce qui bloque, au blocage par exemple de la personne, à un manque de confiance, à un stress, à une angoisse. D'accord, donc ça c'est l'hypnose la plus traditionnelle que les gens connaissent, on va dire. C'est ça. En règle générale, quand on parle d'hypnose ericksonienne parce que, on va dire, Milton Erickson était un des plus connus et c'est une personne qui a développé plusieurs techniques, on va dire, dans sa méthode pour pouvoir mettre, mettre le patient en confiance et pouvoir justement accéder à cette fameuse partie inconsciente. D'accord, et donc l'hypnose que tu pratiques maintenant, plus universelle, quelle est la différence? Alors, la différence, si tu veux, c'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est que je ne suis plus dans des protocoles. Je me fie vraiment à mon ressenti, en fait, quand je vois une personne. Il y a pas, il y a un échange qu'on va appeler une anamnèse, mais je vais laisser vivre la personne dans cet échange. C'est-à-dire, je ne vais pas lui poser les fameuses questions clés du pourquoi, du comment. J'essaie vraiment de ne plus être dans la forme de ça, tout simplement parce que quand tu as compris qu'en fait la plupart de nos pensées nous appartenaient pas, que tout ça c'était un peu une illusion, que c'était aussi basé sur de la mémoire, sur du mémoriel, une personne peut te raconter tout ce qu'elle veut. Elle peut avoir l'illusion d'avoir vécu quelque chose et c'est pas forcément ce qui sera de vrai en tout cas pour pouvoir l'aider à cheminer. D'accord, mais alors du coup elle est pas du tout en transe, elle est un peu... Si, en fait, si tu veux, on garde quand même la trame. Mettre une personne en transe. Alors, la transe, c'est un mot. C'est bien que tu parles de ça parce que c'est un mot qui peut qui peut à la fois faire peur et à la fois fasciner. Quand tu as des tribus qui utilisent certaines substances, eh bien, les personnes rentrent dans un état de transe. La transe, ça veut tout dire et rien dire. En fait, c'est l'état modifié de conscience. Donc, il te faut seulement amener la personne dans un état déjà de détente à la base, donc aussi au préalable donc dans un état de confiance.
Quand je disais tout à l'heure, j'ai cassé justement un peu ces codes, c'est-à-dire que pour qu'une personne ait confiance, il faut pas non plus qu'elle ait l'impression que tu sois là pour l'auditionner, tu vois. Donc, faut éviter, je veux dire, toutes les questions directes, essayer de contourner un petit peu les problématiques du sujet par justement par des images, par des métaphores dans ta façon de communiquer avec elle. Et après, la technicité en fait dite de trance, c'est c'est en tout cas connecter la personne à son corps, puisqu'elle vit dans un véhicule physique qu'on appelle un corps, et l'aider à se conscientiser dans son corps. Et ça passe par la respiration dans un premier temps. Et de la respiration, ça passe par des suggestions. Alors on va jouer sur sur tous les registres des sens, c'est-à-dire à la fois l'ouïe, l'odorat, le toucher, tu vois, tout ce qui est kinésiologique. Euh, En fait, on va se servir des sens de la personne et de ce que tu vois aussi sur elle. Tu vois, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il est important euh, de se fier vraiment à son ressenti. Et tout ça, c'est une combinaison en fait de mots, de techniques liées à la respiration. On l'invite à fermer les yeux et c'est la personne qui se met en transe elle-même. C'est pour ça que chaque séance d'hypnose sera différente pour chaque personne, qu'une mise en transe n'est jamais la même d'un individu à l'autre, tout simplement parce que on ne vit pas les choses intérieurement de la même façon. Et d'un point de vue résultat, en utilisant les deux méthodes différentes, qu'est-ce que ça donne comme résultat, l'une comparée à l'autre? C'est-à-dire la méthode ericksonienne par rapport à ma méthode actuelle. C'est ça. D'accord. Bah, le résultat, il est beaucoup plus, comment dire, il est beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. Comme c'est beaucoup moins protocolaire, moi d'ailleurs j'ai donné un nom à ma technicité d'hypnose, je l'appelais l'hypnose HQS, donc qui vient d'hypnose quantique simplifiée. Pourquoi j'ai introduit le mot quantique? Parce que le mot quantique, en fait, ça représente aussi tout ce qui est champ informationnel. C'est un champ d'information, une personne. Une personne, pour moi, qui rentre dans mon cabinet, qui vient s'installer, bah, j'ai déjà de l'information. Elle n'a même pas besoin de parler. Parfois, il y a même des gens qui ne parlent pas ou très peu. Et j'ai déjà identifié, en fait, la problématique pour laquelle elle vient. Tu vois. Donc, ce qui se passe par rapport à la méthode purement ericksonienne, c'est que le fait d'avoir arrondi les angles et parfois même de ne pas avoir ce côté protocolaire fait en sorte que ça crée un effet de surprise. C'est comme si j'invitais la personne à accéder à une sorte de méditation. En fait, la transe, on pourrait même dire que c'est une sorte de méditation. C'est les chamans méditaient, ils parlaient aussi de transe. On sait qu'on peut rentrer en transe avec la respiration, la méthode holotropique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette méthode-là, basée sur la respiration. On rentre dans un état modifié de conscience. Et si en plus de cela, tu rajoutes des mots, et si en plus de cela, tu guides la personne à travers ses mots et, et à travers sa respiration, eh bien, elle rentrera d'elle-même en transe. En fait, quand une personne rentre dans un état dit d'hypnose, ça n'est jamais l'hypnotiseur qui la met dans cet état. C'est toujours la personne qui se met dans cet état. C'est intéressant ça. D'ailleurs, je suis en train de me dire, est-ce que tu pourrais développer cette partie où, comme tu l'expliques, quand la personne arrive, tu sais déjà pourquoi elle vient? Est-ce que c'est quelque chose qui venait déjà d'avant tout ça? Enfin, Alors, d'avant, oui, vas-y. ouais, je vois où tu veux en venir. Oui, c'est intéressant ce que tu me demandes parce que, en réalité, oui, c'est vraiment basé sur mon expérience personnelle. C'est-à-dire, je me suis souvent si tu veux, depuis que je suis enfant, j'ai commencé à lire des ouvrages sur le développement personnel, la psychologie. Alors, ça atteint plein de sujets différents, hein, que ce soit l'ésotérisme en, en partie, que ça soit le comportement humain pur, la psychologie, le travail aussi de la gestuelle, les codes couleurs aussi. Par exemple, une personne qui rentre et qui a mis des vêtements avec certaines couleurs, je sais que certaines couleurs correspondent à certaines fréquences et ces fréquences correspondent à un certain besoin. Tu vois. C'est-à-dire quand... Je vais vous donner un exemple qui était vraiment très drôle et ça, c'est vraiment pour la partie un peu plus légère.
une fois, je vois une femme qui se gare. Mon cabinet était un peu en hauteur et je la vois arriver sur le parking en voiture décapotable alors il faisait plutôt frais. Et elle avait une petite doudoune légère mais vraiment flashy, couleur orange, très orange. Et elle avait, d'ailleurs, quand après elle est venue dans le cabinet, j'ai vu qu'il n'y avait pas que ça qui était orange. Il y avait le bout de ses ongles qui était verni de cette façon-là, des t-shirts, c'était noir et orange. Et en fait, elle n'a pas eu besoin de beaucoup parler. Euh, En réalité, elle venait pour un problème relationnel dans son couple. Parce que le orange, quelque part, ça représente le chakra sexuel, ça représente aussi le désir, ça représente beaucoup de choses. Et si tu veux, ce code couleur m'avait déjà, dans les grandes lignes, donné de l'information. On ne fait jamais les choses au hasard. Quelqu'un qui met des couleurs très flashy, qui met des choses, c'est qu'il a envie d'être repéré, il a envie d'être vu. Quelqu'un qui, en plus, dans la séduction, tu le remarques tout de suite. Donc, en développant en fait avec elle pendant cette partie qu'on appelle l'anamnèse, en fait l'échange en hypnose. Bon, ben, moi déjà j'avais au préalable identifié tout ça et il s'avérait que c'était juste. Alors je dis ça, je mets ça entre parenthèses parce que ça ne veut pas dire que ça soit une science infuse non plus, parce il y a un petit peu, comment dire, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Tu vois, il y a la façon de communiquer de la personne, sa vibration, ce que tu vas ressentir sur la personne au moment où elle rentre dans le cabinet, les premiers mots qu'elle va employer, la façon de se tenir, donc sa posture, le côté postural. Tu vois, tout ça, c'est un ensemble qui te donne des éléments. Et comme depuis tout jeune, je me suis beaucoup intéressé à ça, d'ailleurs, finalement, finalement, tout est lié aux premières questions que tu te poses. Qu'est-ce qu'on fait ici? Je vis dans un corps. Pourquoi des fois ce corps m'ennuie? Pourquoi il réagit à mes émotions? Alors, à partir du moment où tu t'interroges toi-même là-dessus et que tu commences à faire un certain travail, de certaines recherches, ben c'est beaucoup plus facile après d'établir en tout cas une communication et un travail avec les autres. Arkel, Mhm. j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu n'as Mhm. pas plutôt l'impression d'avoir développé un sens qui pourrait s'appeler l'empathie, vibratoire, admettons, empathie vibratoire, télépathie? Est-ce que tu n'as Mhm. pas eu un plaisir à, 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 à sonder enfin, un plaisir, c'est pas malsain, hein, mais un plaisir à Mhm. sonder Mhm. les êtres qui t'entourent par empathie, par sentiment d'unité, admettons. Est-ce que Alors c'est... ça, oui, c'est intéressant. Alors, en quelque part, je je sais pas si je dois répondre oui à cette question. En tout cas, je peux pas répondre négativement dans le sens où effectivement, ça m'a fait développer ce sens. Et l'empathie, pour moi, c'est pas une empathie de nature émotionnelle. C'est plutôt, comme tu l'as dit, une empathie de nature vibratoire. Tu Ouais. vois. Donc, si c'est dans ce sens-là, oui. Euh, pour faire simple, tu ne peux pas, si tu es trop empathique et surtout émotionnel, tu ne peux pas être thérapeute. Parce qu'en fait, bah, tu deviens comme une éponge. Donc il faut avoir la capacité justement de ne pas rentrer dans le côté émotionnel. Finalement, tu vois, tu observes de manière froidement, finalement, C'est sans ça, juger, mais c'est ça, c'est ça. voilà. Alors c'est juger et c'est juger sans vraiment juger. Tu vois, Oui, c'est un oui, peu bien le sûr. taoïsme que je suis en train de faire. Souvent, c'est marrant aussi que tu me poses cette question parce que pas plus tard qu'hier, il y a une personne qui me dit oui, mais bon, c'est grave, les gens qui jugent et tout ça. Et si tu veux, je lui ai répondu d'une autre façon. Juger, en fait, on le fait tous, c'est pratiquement instinctif. C'est pas le problème de juger une situation, de juger quelqu'un. Le problème, c'est de la condamner dans cette situation. En- en- Parce que juger, il y a une forme d'intelligence derrière un jugement. Tu portes un jugement sur une situation ou sur une personne. L'idée après, c'est de ne pas rester dedans. Et quand tu fais un travail comme ça, il est évident qu'il vaut mieux éviter de porter des jugements, quels qu'ils soient. En fait, dans le jugement, moi, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'il ne faut pas y participer. On peut Oui, avoir une impression, mais il faut rester, faut remettre en question cette impression qui est un jugement parce que il y a tellement de multiples façons d'observer une situation que finalement, il faut essayer de regarder tous les types de jugements qu'on pourrait avoir. Mais c'est vrai qu'on en a un de manière spontanée qui arrive, c'est ça c'est ça. sûr. Ça arrive. En fait, l'idée, c'est de ne pas se laisser embarquer par des formes de polarisation.
Tu vois, exactement. c'est vraiment prendre du recul avec tout ça, mais il t'aide quand même. Par exemple, si quand je reçois une personne et que je sais que la personne, elle vient, par exemple, pour te donner un autre exemple, elle vient pour l'arrêt du tabac et en fait, je sais qu'elle n'a vraiment pas envie d'arrêter de fumer. Ça se voit, il y a plein de choses qui me le disent. Donc, Mm. elle vient pour autre chose. Bah, il y a un moment donné, ça y est, j'ai capté l'information et si tu veux, j'ai entre guillemets une forme de jugement. J'ai déjà jugé en Mm. fait la situation, pas la personne, la situation, pourquoi elle venait. Ouais. Après, l'idée, c'est de ne pas rester dedans. C'est pour ça que c'est important, en fait, euh, de ne pas rester dans les formes. Les formes sont utiles. La dualité, elle est utile, contrairement à ce que certaines personnes peuvent croire ou imaginer. C'est utile, mais tu dois juste t'en servir. Tu dois constamment casser les formes. Et ouais. D'accord. Donc, Alors, j'ai une. vas-y, Bon, vas-y. vas-y, Brice. Non, Je non, mais garde ma question pour plus comme tard. En fait, voilà. Moi, j'ai une question assez importante concernant l'hypnose. Je Mhm. reviens sur l'hypnose. Je comprends que la méthode ericksonienne, je l'ai utilisée dans le sens où j'ai essayé d'arrêter le tabac. Ouais, le tabac. Mhm. Voilà, bon, peut-être que moi, je faisais partie de ces personnes qui n'avaient pas vraiment envie d'arrêter le tabac et ça n'a pas fonctionné. Mhm. Ok, ça, c'est une partie. Par contre, concernant l'idée, enfin, ce que tu dis concernant la transe, bon, Mhm. est-ce que pour toi, c'est un basculement dans l'inconscience? Est-ce que c'est l'inconscience qui se met à te parler alors que la conscience est éteinte? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que Euh, pour, mhm. Mhm. ou est-ce que pour toi, ça n'existe pas? Parce que j'ai déjà eu des personnes qui faisaient des méthodes ericksoniennes et Mhm. qui considéraient que, par exemple, une personne ne pouvait pas basculer dans l'inconscience. Est-ce que tu partages ça ou... Alors déjà, il faudrait peut-être redéfinir ce que c'est que l'inconscient. Si tu veux, bon, comme j'ai expliqué tout à l'heure, l'état de transe, c'est l'état de transe. Et des états de transe, on peut en avoir plein, hein. Donc l'état de transe, par exemple, lorsque tu es très fatigué, par exemple, tu as du mal à supporter le bruit, les gens autour de toi, tu es déjà dans un état modifié de conscience. Lorsque tu es très joyeux, mais vraiment en forme et tout ça, tu es déjà dans un autre état modifié de conscience. En fait, on fait que ça. On fait que ça, on est constamment, pour moi hein, je vais te dire avec le recul, je pense que nous sommes des êtres constamment sous hypnose. Et que quand tu rentres justement dans cet état, dans cette connexion avec toi-même, tu te déshypnotises. Ça, on reviendra si tu veux là-dessus. Euh, pour moi, il n'y a pas de basculement en fait. Il n'y a pas de basculement dans le sens où la conscience, c'est quelque chose de vaste et l'inconscient, c'est quelque chose qui est encore plus vaste. Pour moi, l'inconscient, c'est là où tout se joue. Je pourrais même l'écrire avec le chiffre 1 et conscient. Tu vois, pour moi, c'est la première conscience. Parce que souvent, ce qu'on appelle le conscient, c'est ramené au mental. Le mental, c'est un peu comme une hélice qui n'arrête pas de tourner, tu vois. Et c'est difficile d'arrêter l'hélice. Tu peux seulement, dans cet état-là, si c'est pour imager, pour permettre de bien comprendre comment se passe une séance d'hypnose, tu peux seulement, à travers des suggestions des mots, ralentir cette hélice. Imagine qu'il y a une hélice dans un conduit, et si elle tourne à fond, tu vois pas ce qui se trouve derrière. Par contre, si l'hélice ralentit un petit peu, tu commences à voir ce qui se passe derrière. Eh bien, c'est un petit peu dans ce registre-là qu'on va jouer en tant que thérapeute. Pour moi, c'est pas un basculement, c'est juste de l'observation. En fait, tu observes la conscience qui, à un moment donné, quand la partie du mental en fait s'écarte un petit peu plus, eh bien tu vois ce qui se trouve derrière. Mais ça fait partie de la même chose. Est-ce que cette partie là dont tu parles de conscience plus totale, est-ce qu'on peut dire que c'est le subconscient? Alors pour moi, c'est ça, oui, c'est intéressant aussi parce que tu vois, j'ai donné tout à l'heure ma vision, enfin, l'image de l'inconscient. Je pourrais l'écrire avec un inconscient, qui est pour moi la première conscience. C'est là où tout va. C'est là où les pensées, les mémoires s'enregistrent, les émotions s'enregistrent. Et le subconscient, en fait, c'est un peu comme une sorte de bibliothèque où tout est bien rangé, euh, tout est bien codifié. Et c'est juste une prolongation. C'est un couloir un peu plus loin, derrière l'inconscient. Tu vois, tu as conscient, mais conscient, qu'est-ce que ça veut dire être conscient? C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. C'est quoi être conscient? Être conscient, quand je prends la route,
je prends mon véhicule, je conduis, je vois bien, et je vois bien qu'il y a eu des voitures autour de moi, mais je suis incapable de mémoriser leur plaque d'immatriculation. Je suis incapable de voir le nombre de voitures. Je peux me rappeler peut-être un peu de certaines couleurs ou autres, mais j'enregistre pas tout. J'ai l'impression que je suis conscient parce que je conduis, parce que je respecte le code de la route, parce que peut-être je pense à ce que je vais faire par la suite. Justement, c'est peut-être parce que je pense que je suis pas conscient. En fait, souvent, c'est ça. La conscience, c'est une activité mentale. Souvent, on appelle ça une activité mentale. Je ralentis cette activité mentale, je vais un peu plus loin. Je vais dans la partie inconsciente, là où j'ai enregistré des choses depuis la naissance, même des émotions prénatales, même des émotions avant même cette vie, de l'information en tout cas. Et puis après, il y a le subconscient, c'est le prolongement de tout ça. En fait, c'est assez trinitaire, hein. Conscient, subconscient, inconscient. Et ça, c'est intéressant parce que j'étais en train de me demander, dans ce cas-là, est-ce que c'est vraiment que du souvenir? Par exemple, de souvenir combien d'arbres j'ai croisés sur la route? Ou alors est-ce que ça va aller beaucoup plus loin et tu as un petit peu parlé de ce que je voulais dire en fin de compte, parler des régressions hypnotiques. Mmh. Alors, bon, par exemple, quand une personne vient faire une séance d'hypnose, elle est capable, tu peux par exemple lui faire revivre l'instant où elle est venue ici, par exemple. Et dans cet instant, bah, il peut y avoir une forme de communication avec le patient et la personne arrive à te décrire finalement le nombre de voitures, presque à lire les plaques ou voir les gens qui sont passés au moment. Elle peut te donner des détails très importants dans cet état-là. Après, dans un état on va dire, plus fort, vraiment, où la personne bah, rentre dans un état de transe, qu'il y a des niveaux hein, de transe. Hein. Il y a des personnes qui vont rentrer légèrement dans la transe, d'autres un peu plus profondément, et d'autres qui vont être complètement absorbées par un autre monde. Hein. Tu as des gens qui dorment, qui ronflent, et qui à la fois entendent ma voix, tu vois, qui m'entendent, mais qui sont vraiment partis, comme ils le disent. Eh bien, ces gens-là vont revivre des situations, et des situations antérieures, des scènes antérieures, même des scènes ils auront l'impression que ces scènes-là, ils ne les ont pas vécues dans cette vie-là. Bah oui, évidemment, peut-être qu'ils les ont vécues avant. Mais personnellement, tout ce qui concerne les vies antérieures, j'y fais vraiment, vraiment attention parce que ça peut être aussi très, très manipulé. Il y a les entités, il y a le monde invisible aussi derrière tout ça. Et on peut faire croire à des personnes qu'elles ont vécu des situations alors elles n'ont jamais vécu ça. Donc, il faut être vraiment sûr de soi. Et pour le coup, je dirais, tu dois, avant qu'une personne se souvienne, par exemple, avant en tout cas de la lancer dans une recherche de ce qu'elle aurait pu vivre antérieurement, il faut être sûr que ça ne soit pas son imagination. Il faut être sûr que ça ne soit pas de la mémoire et que ça ne soit pas manipulé par des entités. Donc, pour être sûr de ça, eh bien, il y a une forme de communication avant avec la personne. Et il y a des choses qu'elle te dit d'elle-même, tu vois, qu'elle a déjà vécues, qu'elle a déjà ressenties. Ah, mais Des choses une entité ne peut pas manipuler. ça, c'est intéressant parce qu'on pense que seules nos pensées peuvent être manipulées, peut-être notre sensitif et notre émotif, mais les gens ne se disent pas que voilà, tout ce qu'on a incorporé, les mémoires, elles aussi peuvent être manipulées. Et au final, le piège est partout. Le piège est partout parce que, si tu veux, l'astral, c'est tout. Nous sommes dans l'astral. Ici, nous sommes dans l'astral matériel 3D. C'est un monde de la matière, c'est le monde de l'astral, c'est une matrice. Le prolongement de ce monde, si tu n'as pas fusionné, comme on dit, et on pourra reparler de ça si ça vous intéresse, mais en tout cas, si tu n'as pas eu le contact avec ta lumière pour pouvoir changer ta fréquence et pouvoir entrevoir les sorties possibles, eh bien, tu retournes dans le monde de l'astral, mais on va dire avec une fréquence différente de la matière. Bien que les gens qui soient en astral, hein, ce qu'on appelle les morts ou les entités, bah, ils sont capables de toucher des objets qui ont la même solidité que nous ici dans la matière. C'est seulement des histoires de fréquences. Hein. Nous sommes dans l'astral. Donc à partir du moment où tu sais que tu es dans l'astral et que de l'autre côté, on est manipulé et on peut l'être à tout niveau, que ce soit même dans, dans nos émotions, dans nos comportements, dans les attitudes. On peut, on peut créer, ils peuvent créer ce qu'ils veulent, ils peuvent aussi manipuler la mémoire. On peut faire quoi? Regarde le nombre de personnes, je pense que vous avez des fois entendu parler de ces personnes-là
qui ont dit, bah, moi je suis la réincarnation de Napoléon. Il y a des femmes qui disaient, moi je suis la réincarnation de Cléopâtre. Mais il y en a eu combien comme ça? Il y en a eu un paquet. Tu as des gens qui s'identifient à des choses et les entités se régalent. Bah, tiens, tu veux t'identifier à ça, bah, tiens, on va te donner de l'information. Ah, et puis là, l'orgueil, forcément, si on dit que tu as été un descendant de... Enfin, que tu étais Napoléon ou Cléopâtre, forcément, il en prend un coup, là, hein. Alors, non seulement il en prend un coup, l'orgueil, et puis en plus de ça, c'est vraiment très lié à l'idée de, de piéger l'ego. Parce qu'il n'y a que l'ego qui peut croire ça. Quand tu fais rentrer de la lumière dans l'ego, il se dépollue de tout ça, il n'a plus besoin de croire à tout ça. D'ailleurs, il n'a plus besoin de croire tout court. C'est l'ego qui a besoin de croyance, c'est l'ego qui a besoin d'importance. Et justement, avant de repartir de ce côté-là, est-ce que tu peux nous dire à peu près pourquoi les gens en général viennent te voir? Pour quel type de problème ou de... Oui, de problème, on va dire. Hum. Alors c'est assez vaste parce que j'ai des personnes qui vont venir me voir pour l'arrêt du tabac, notamment pour l'amincissement, d'autres pour la confiance en eux, pour des problèmes de couple, pour des performances. Vraiment, il y a un panel large de choses. En réalité, on peut tout faire avec l'hypnose. J'ai des personnes qui viennent me voir, par exemple, là, dernièrement, j'ai eu des jeunes pour passer le permis de conduire. Pour passer le permis de conduire, en fait, ou pour en fait, tout ce qui est examen, pour pouvoir être performant dans l'examen, pour pouvoir pallier au stress qu'elles pourraient avoir. Parce qu'il y a des personnes aussi qui ont vraiment beaucoup de capacités, mais qui, lors d'un examen, bah, vont perdre tous leurs moyens. Donc l'idée, c'est d'amener ces personnes-là dans une sorte de réconfort, leur faire prendre conscience qu'elles ont les possibilités, qu'elles ont toutes ces possibilités en elles, et c'est les rassurer dans ce sens, c'est leur montrer en fait qu'elles ont ce potentiel, parce que souvent elles ne le savent pas. Elles ont l'impression qu'elles sont plus nulles que les autres ou moins bien, parce qu'elles voient autour des personnes qui ont une capacité à communiquer ou à réussir un examen ou à réussir des épreuves. Elles ont l'impression, elles se sentent moins bien. Alors effectivement, c'est lié à beaucoup de choses, à des croyances déjà. Et pourquoi il y a des croyances? Bah, c'est parce qu'il y a eu de l'engrammage avant. S'il y a eu de l'engrammage, ça peut être lié à l'éducation, et parfois c'est même pas lié à l'éducation. Parfois ça remonte bien plus loin que ça. Donc dans des vies antérieures notamment, tu vois. Ah, je m'attendais pas à ce que le domaine d'application soit aussi large et que les gens pouvaient venir par exemple pour maigrir ou... Ah, c'est Ah, si, intéressant. c'est vraiment vaste. L'hypnose, il y a même des gens qui viennent, par exemple, pour des problèmes de peau. Par exemple, quelqu'un qui a de l'eczéma. Bah, en général, on sait que la peau, c'est la barrière entre ton monde intérieur et ton monde extérieur, tu vois. Et on sait souvent, par exemple, que tout ce qui est problème de peau, c'est lié à l'affectif, à l'estime de soi, c'est lié aussi à des chocs émotionnels, à une séparation, par exemple. Les gens qui ont vécu des séparations, que ce soit amoureuses ou avec des êtres, des personnes qu'ils aimaient, mais du jour au lendemain, ils se sont mis à faire de l'eczéma, tu vois. Donc voilà, il y a des petits indices comme ça qui te permettent justement de pouvoir aider les personnes. Tu sais que si elle vient pour ça, bah, c'est qu'il y a forcément une de ces problématiques derrière. Alors, j'ai une question qui me semble assez intéressante. Euh, donc, tu es dans l'hypnose, mais aussi tu es assez très psychologue. Et tu arrives aussi à faire le lien donc, avec les réincarnations, d'après ce qu'on Mhm, comprend. mhm. Je voulais savoir s'il y avait, à ton avis, une personnalité dominante qui émerge à chaque fois chez un être. À ton avis, une personnalité dominante qui serait composée depuis quelques réincarnations, je ne sais pas moi, mais est-ce que tu penses qu'il y aurait ce genre de choses et plus notre personnalité dans la vie? Enfin, Mhm. tu vois ce que Ouais, j'ai bien compris la question. Écoute, c'est une question extrêmement intéressante parce que il y a toujours quelque chose qui prédomine chez nous. Pour te donner un exemple, pour ma part, hein, pour mon expérience personnelle,
Déjà, ça a commencé en fait très très jeune. En fait, quand j'avais l'âge de peut-être 6 ans, 7 ans, je sortais souvent de mon corps. Je faisais des sorties astrales. Mais évidemment, quand tu es enfant, même le mot astral, tu ne sais pas ce que c'est. En tout cas, je ne l'avais pas à l'époque. Tu ne savais même pas pourquoi tu faisais ça. Et je m'intéressais énormément à la technologie. Pour moi, j'avais déjà vécu avant. Euh, avec des technologies bien plus importantes que même ce qu'on possède même encore de nos jours, tu vois. Et quand j'ai commencé à regarder, je me rappelle, moi je suis né en 1972, et en 78, donc la première projection du dessin animé Goldorak, tu vois, en 1978, ça m'a fait comme un choc. Mais comme un choc. Et en fait, ça paraît anodin parce que les enfants de mon âge, moi j'avais 6 ans en plus à l'époque, tu vois, c'était vraiment très jeune, ça avait réveillé des choses en moi. Tout cet aspect ufologique, technologique. Et du coup, à 7 ans, j'ai commencé à lire mon premier livre sur l'Atlantide. Tu vois, il y a eu quelque chose, il y a eu, tu vois, ce qui prédominait chez moi, justement, est ressorti. Il y a eu quelque chose qui s'est réveillé d'un coup. Et parfois, ça c'est pour mon expérience personnelle, mais parfois chez les gens, il y a des choses qui prédominent. Par exemple, tu as des gens qui vont avoir un instinct très guerrier. Très guerriers. C'est pas qu'ils vont être violents, c'est que c'est en eux. Ils auront besoin d'être confrontés à des situations très difficiles, ils auront besoin de se prouver des choses à eux, ils auront besoin de retrouver le corps peut-être qu'ils ont eu à une période. Eh bien, ils vont tout faire pour ça, et c'est comme si c'était plus fort qu'eux. Et effectivement, quand des fois on analyse un petit peu tout ça au cours d'une séance, eh bien, on peut remonter, on peut voir que il y avait une prédominance. Donc, il y a toujours quelque chose, oui, qui prédomine chez nous, quelque chose qui est inscrit en nous. Et c'est inscrit de façon vibratoire. Et cette fréquence vibratoire, parce qu'en fait, on ne peut pas effacer une vibration. On ne peut pas la manipuler. Une vibration, c'est une vibration. Tu peux manipuler une mémoire, tu peux manipuler un corps génétiquement, tu peux manipuler des croyances, donc de la psychologie, mais tu ne peux pas manipuler ce qui est fréquentiel, ce qui est vibratoire. Parce que c'est toi qui vibres. Et encore plus quand tu es connecté à ta lumière. Là, tu n'es plus manipulable. Je ne sais pas si ça a pu répondre à ta question. Si. En fait, on peut aller même plus loin, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, c'est vrai, qui se spécialisent un petit peu, en fait, parce qu'ils ont une personnalité intérieure, donc on pourrait exprimer comme quelque chose d'immortel ou quelque chose, immortel, ça veut dire qu'il n'y a pas de début, mais ouais, je sais plus comment. Immortel, ça veut dire qu'il n'y a pas de début, il me semble. Ou ça veut dire qu'il y a un début, et éternel, ça veut dire qu'il n'y a pas de début. Mais bon, il y a eu peut-être un début, je ne sais pas, mais on a une personnalité dominante qui s'impose à nous. Et par contre, on peut analyser le fait qu'à un moment donné, on ait pu vivre plusieurs formes de spécialité intérieure. Je ne sais pas comment dire. Par exemple, moi, j'aime l'art. La musique, et ainsi de suite. Mais ça ne veut pas dire que je suis capable d'y mettre toute ma vie. Je peux expérimenter ça avec une grande force, mais j'arrive à la compartimenter et puis je peux passer par exemple à tout ce qui est analyse spirituelle ou forme de dimension vibratoire. Je pourrais même que je puisse couper ça un jour et que ça ne me manquerait pas et puis je passerai dans une autre spécialité. Et, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a un moment donné... Je vois parfaitement ce que tu veux dire. En fait, tout ça, c'est comment dire, ça rejoint ce qu'on appelle la mémoire planétaire. Et la mémoire planétaire, même si tu as vécu plusieurs vies ici, même si tu t'intéresses à l'art, à la musique, tu sais très bien que le principal, dans l'absolu, c'est de trouver le réel en toi. Et le réel en toi, il est fréquentiel, il n'a pas de forme. Et du coup, tu peux te servir des choses autour de toi juste pour les expérimenter, ça suffit amplement, et c'est très bien. Et même si dans ta personnalité, il y a ta fréquence qui prédomine par rapport à tout ce que tu as vécu auparavant, eh bien, tu ne mettras pas plus d'importance dans telle ou telle chose. Par contre, le domaine spirituel, si tu as évoqué un peu ça, eh bien, va peut-être plus correspondre à ta fréquence. Parce que tu auras vécu justement toutes ces expériences et tu vas utiliser
le mémoriel ou l'aspect planétaire avec des choses qui sont intéressantes, hein, que ce soit la musique, l'art, le cinéma, tout ce qu'on peut faire ici sur ce plan, qui est utile au développement de l'homme dans sa psychologie, tu peux le faire. Et puis à un moment donné, ton état vibratoire sort de la psychologie. Il sort de la psychologie, donc il sort de cette dualité, il est plus dans le mental supérieur, ce qu'on appelle le supramental, et du coup, bah, tu vas juste utiliser les choses, tu es comme un passeur, tu vas les utiliser, parce que pour l'instant, tu vis dans ce corps, tu vis dans ce système de dualité, tu n'as pas à te priver des choses, justement, tu peux te faire plaisir, et en continuant à faire des choses qui correspondent à ta fréquence et à ta vibration. Eh ouais, bah c'est super. Merci, Arkiel, hein. Merci, merci à toi. Alors Brice? du coup, comment ça se passe avec les gens qui viennent te voir, tu dirais, est-ce que leurs problèmes sont essentiellement, on va dire, aux trois quarts, liés à d'autres entités? Alors, oui, c'est vrai qu'il faut être clair quand même là-dessus. Souvent, quand tu as des personnes qui sont dans des états dépressifs, quand tu as des personnes qui sont dans des états de stress absolu, quand tu as des personnes qui se dénient, qui n'ont absolument pas confiance en elles, souvent il y a des entités derrière, il ne faut pas se leurrer, hein. Alors, il y a une problématique, on va dire, quand même, qu'il faut aussi relever, c'est qu'il y a des gens qui ont, euh, qui ont une capacité, enfin tout le monde a la capacité d'évoluer, de s'en sortir, mais tu as des gens qui ont une connexion, on va dire, plus importante avec leur âme, donc avec la partie mémorielle et la partie sensible, et qui peuvent plus vite cheminer pour avoir de l'éclairage, en tout cas, de leur esprit. Et il y a aussi ce qu'on appelle des portails organiques. Ce sont des gens qui fonctionnent, eux, qu'avec le mémoriel. Donc, du coup, le travail ne sera pas le même. Bah, si tu as quelqu'un qui est plus PO, eh bien, tu vas travailler juste avec l'aspect mémoriel, et c'est comme si dans la mémoire, bah, tu rajoutais un autre programme, tu vois. Et la personne va se sentir mieux parce qu'elle a ce programme-là, mais elle va agir un peu comme un robot, tu vois. Alors que quelqu'un qui a une âme, ça lui suffira pas. Il aura besoin d'aller plus loin. Il demandera consciemment ou inconsciemment, souvent pour la plupart, quelque chose de plus fort. Parce que ce quelque chose de plus fort, c'est la recherche du réel en lui, c'est la recherche de sa propre lumière, la recherche de l'esprit. Alors évidemment, dans une séance d'hypnose, je peux pas, je peux pas expliquer tout ça à tout le monde. T'imagines bien même que le supramental, quand une personne vient faire une séance d'hypnose, c'est un peu du chinois pour elle. Donc c'est là encore une fois, c'est au travail, le travail du thérapeute de pouvoir amener cette personne-là sur ce chemin, sur sa connexion, en lui expliquant ben, tous les possibles par rapport à ça, par rapport à sa demande. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens d'expliquer. Ah si, si, c'est très clair. Et j'étais en train de me demander si, est-ce que ça t'est déjà arrivé pendant une séance avec une personne, d'être, une fois qu'elle est dans l'état suggestif, on va dire, Mhm. est-ce que à ce moment-là, tu as déjà été en contact direct avec ce qui était derrière, Ah l'entité? oui, ah oui, oui, ah oui, oui. Alors Ah là, va oui, falloir développer parce que c'est très intéressant. Hmm. Euh, par exemple, je vais donner le mieux, c'est peut-être de donner un exemple. J'ai une femme qui m'appelle un jour pour l'arrêt du tabac, donc le truc basique, et je sentais déjà dans sa voix que c'était pas l'arrêt du tabac. Mais je sentais qu'elle n'avait pas, je sentais que c'était pas elle déjà qui m'appelait, qui me parlait. Je savais qu'elle n'était pas 100% elle-même. Et du coup, quand elle est venue ici, bon, elle avait plutôt elle était brune, les cheveux longs, une carrure un peu masculine, et elle avait une médaille qu'elle laissait ressortir, une médaille avec un symbole templier. Et ça m'a interpellé, en fait, ça corroborait avec, si tu veux, ce que j'avais déjà senti au téléphone, que c'était pas elle, qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait un homme derrière, en fait, qu'il y avait quelque chose de très, très masculin. Et en fait, quand elle s'est installée dans le fauteuil, on a parlé, bon, voilà, on a échangé. Je lui ai demandé bah, les questions un peu de base, pourquoi elle souhaitait arrêter de fumer, comment elle se voyait sans ça, etc., etc. Et cetera. Et puis, ça a tout de suite dévié, comme ça, sur une conversation, on va dire,
plus ésotérique. Elle a commencé à me dire qu'en fait, le tabac, pour elle, ça représentait le feu et elle avait très peur aussi du feu, que quand elle allumait son briquet, elle aimait bien fumer, mais qu'elle avait peur du feu. Et tout de suite, j'ai eu, si tu veux, de l'information. Et je vais expliquer le dénouement de la situation. Et donc je la mets en transe, je la détends, je la fais rentrer dans cet état. Elle y rentre très très rapidement, étrangement. Et là, elle commence à me parler. Il y a une voix d'homme qui sort. Elle commence à me parler dans un ancien français, vraiment un ancien français moyenâgeux. Et elle se tordait un peu dans le fauteuil. Et bon, je la laisse vivre cette expérience. Moi, je suis juste observateur de tout ça. Si tu veux, je n'interviens pas quand je vois ce genre de choses. Je laisse faire les choses et je reste observateur. Et je continue ma séance, mes suggestions. Je l'emmène dans ce qu'elle voulait pour l'arrêt du tabac. Mais du coup, je reste très soft parce que je sais que c'est pas ça en fait la recherche. Je sais que c'est autre chose. C'est une connexion à autre chose. La séance se termine et puis et je lui dis, bah écoutez, c'est assez étrange pendant la séance. Vous avez vu que vous avez beaucoup bougé sur le fauteuil. Je lui dis pas qu'elle a parlé dans un ancien français au début. Elle me dit oui, enfin je sais pas, j'ai pas trop senti, mais elle me dit, je peux vous raconter quelque chose là tout de suite. Je dis bah oui, oui, je vous écoute. Elle me dit bah j'étais au Moyen Âge, j'étais un homme, j'étais avec des Templiers et j'avais mon meilleur ami qui était Templier, qui était avec moi. On était auprès d'un feu. Et à un moment donné, il a pris son épée, il l'a trempée dans le feu et il a voulu me tuer avec. Ah, je dis ça, c'est très très intéressant ce que vous dites là. Et pour le coup, cette personne en fait, donc son ami qui avait cette épée qu'il avait mis dans le feu, dans la braise du feu pour pouvoir, à mon avis, il devait y avoir une trahison ou quelque chose de cet ordre-là. Hein. Et bien du coup, c'est cette entité, cette personne-là, qui squattait le corps de cette femme. Et, je lui dis, bah, écoutez, là, vous avez une médaille qui représente l'ordre des Templiers, tout ça. Je fais, comment ça se fait que vous avez acheté ça? Elle me dit, bah, tout de suite, je suis rentré dans une boutique, je me suis senti attiré et je fais tout en fonction de ça. Elle dit, je m'intéresse énormément aux Templiers, à leur façon de vivre à l'époque. J'ai même des épées à la maison. Bon, elle savait pas servir d'une épée. En tout cas, elle avait pas trop envie d'utiliser l'épée, mais ça lui plaisait, quoi. Et, donc, au cours de la séance, elle m'avoue qu'en fait, on comprend que c'est pas pour l'arrêt du tabac qu'elle vient. Elle vient parce que personne ne la croyait qu'elle avait une entité sur elle. Et elle ne savait même pas, elle osait même pas trop employer le mot entité, mais à travers cette expérience, elle savait que elle n'était pas comme les autres, qu'elle n'était pas normale. Et elle avait besoin de parler à quelqu'un qui puisse la comprendre. Et inconsciemment, elle m'a dit, quand je vous ai vu sur Internet, je savais que c'était à vous, qu'il fallait que je m'adresse à vous. Donc là, encore une fois, je ne sais pas s'il y a du hasard ou pas, puisque après, tout est fréquentiel, tout est vibratoire. Quand je l'ai entendu pour me prendre une séance d'hypnose pour l'arrêt du tabac, je savais que c'était pas ça. Et du coup, il a fallu faire un travail pour justement qu'elle reprenne son pouvoir personnel pour que cette entité la quitte, tout simplement. Alors, je vais pas expliquer parce que ça serait beaucoup trop, trop long, mais voilà en tout cas un cas, une situation où les entités peuvent être derrière des personnes. En tout cas, c'est clair que quand on t'entend comme ça, on voit on imagine facilement comment se passe la séance et c'est clair que là, tu sais t'y prendre avec les gens et tu dégages quelque chose. Il n'y a pas de doute, hein. Il Donc, aurait si pu. tu veux, oui, oui, vas-y, excuse-moi, Olivier. Ouais, je me disais peut-être qu'il aurait fallu qu'elle enlève déjà son collier, non, si elle voulait s'en séparer, parce que c'est vrai que. Bah, pas forcément parce qu'elle-même a été templier. Elle-même, c'était un homme dans une autre vie. Elle a vécu en tout cas cette expérience d'homme, de ce qu'elle ressentait. Elle faisait partie des Templiers. Elle a toujours été attirée par ça. C'est seulement qu'elle était squattée par une entité. Et il y a beaucoup de gens qui n'osent pas avouer ce genre de choses. Euh,
c'est très très spécial. Puis après, là, on va dire, c'était une entité templière, on pourrait dire ça, parce que voilà, je vais essayer de simplifier un peu les choses. Mais après, il y a des choses qui sont vraiment pas très sympas. Eh bien, je venais de terminer de vous raconter cette expérience, cette séance d'hypnose avec cette femme qui finalement ne venait pas pour l'arrêt du tabac, mais pour justement chasser une connexion, une entité qu'elle avait avec et que personne ne l'écoutait vraiment. D'accord. Et le fait alors du coup d'avoir cette séance, après, est-ce que ça a réglé son problème? Oui, oui, après, ben, en fait, ça n'a pas réglé qu'en une seule séance. Il a fallu que je la revoie, je crois, deux fois ou trois fois. Parce que quand tu as une entité qui est bien accrochée, c'est pas évident. Et puis, derrière tout ça, il y a aussi, pour reprendre ce terme, il y a une forme de syndrome de Stockholm. En fait, la personne qui a une entité sur elle, elle s'habitue tellement, elle vit tellement avec ça, qu'elle a même l'impression qu'en fait, bah, finalement, c'est bien. Elle finit par aimer ça. Elle sait que c'est pas bon pour elle dans sa vie de tous les jours, mais elle finit par l'accepter quelque part. Donc il faut aussi, des fois, les personnes qui viennent aimeraient que tu règles leurs problématiques, que toi tu les règles en tant que thérapeute en 2 secondes. Mais ce n'est pas à toi de le faire. En fait, tu ne peux pas le faire ça. Ça peut être qu'une décision personnelle de la personne. Ah, Donc il faut de la volonté. et tu penses que ça peut aller jusqu'à une possession complète? Ah oui, bien sûr, Voilà, bien parce que sûr. Bah, les gens Mhm. imaginent que c'est que dans les films, ils voient l'exorciste, tout ça, ils se disent que c'est un peu de la science-fiction. Mhm. Et toi, tu as la preuve, d'après ce que tu peux voir, que c'est plus ou moins incrusté dans la personne. Ah oui, j'en ai la preuve. Si tu veux, là, c'est une situation. J'ai une autre personne, je crois que c'était la chose la plus importante, qui m'a fait d'ailleurs penser à l'exorciste. Euh, une femme qui était pareil, une femme qui était caissière dans un magasin à Leclerc, là, dans le secteur où je suis, qui, euh, qui vient me voir. Au début, c'était juste pour de l'angoisse et du stress. Et quand je fais la séance avec, elle tourne ses yeux se révulsent, mais complètement, et elle se tord, elle se cabre dans le fauteuil, mais un truc de fou. Et elle faisait moitié des cris, des grognements, des choses comme ça. Et alors, moi, si tu veux, ce genre de choses, je suis pas impressionné par ça. Limite, ça me fait un peu rire de voir l'entité derrière tout ça. Donc, si tu veux, j'ai une facilité. Tu as des gens qui serait complètement paniquée en voyant ça, parce que je sais qu'elle jouait pas. Elle, je sais qu'absolument, elle était vraiment pas. D'ailleurs, à la fin de la séance, elle ne s'est rendue compte de rien. Elle m'a dit, mais c'est bizarre ce que vous me dites, parce que j'ai l'impression des fois la nuit, je dors, je me retrouve toute tordue ou à l'inverse de mon lit. Et puis quand même, alors elle est venue me voir, oui, plusieurs fois quand même en séance. Et un jour, elle a fini par m'avouer un été, elle avait la fenêtre d'ouverte et qu'elle a vu une ombre devant la fenêtre, une personne, une ombre, et glisser sur elle, rentrer dans son corps. Et depuis ce jour-là, elle s'est tout le temps sentie étrange. Elle a commencé à avoir des problèmes de santé. D'ailleurs, elle pensait vraiment qu'elle était malade. Alors, ils ont fait des analyses de sang. Euh, elle a été voir des kinés parce qu'elle se déplaçait souvent des vertèbres, des choses comme ça. Ben, en fait, c'était une entité qu'elle avait sur elle. Alors, toi, tu dirais que c'est... Déjà, est-ce que tu penses que cette entité, quand elle a fait ça, tous ces mouvements dans le fauteuil, c'était pour t'impressionner toi? Et est-ce que tu penses, est-ce qu'on peut savoir si c'était quelqu'un qui était désincarné, qui s'amuse, ou tout autre chose? Alors, je pense que c'est autre chose. Je pense que ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui est désincarné et qui s'amuse, parce que quelqu'un qui est désincarné et qui s'amuse, je sens la présence, en tout cas, des personnes qui sont décédées, qui sont restées, en tout cas, ici, dans le plan de l'astral matériel et qui n'ont pas pu s'échapper dans l'autre côté de l'astral. Là, pour le coup, je sais même pas si c'était pour m'impressionner, je pense pas. Je pense que c'est surtout que dès que j'ai commencé à parler, comme on dit, le verbe est puissant, je pense que je dérangeais l'entité. Je pense que c'est l'entité qui supportait pas, en fait, ma présence vibratoire, mes mots, ma façon de communiquer. Ah on va dire que l'ombre n'aime pas la lumière, hein, déjà. Voilà, c'est ça.
En fait, dès lors où tu vibres à une autre fréquence, bah, les entités ne t'aiment pas. Alors au début, on tente de te faire, tu sais, c'est comme dans la vie, hein, dès que tu commences à ouvrir ta conscience, étrangement, dans ces moments-là, il t'arrive des petites embûches, des petits trucs à droite à gauche. Puis plus ta conscience s'ouvre, donc plus la conscience qui s'ouvre, si tu veux, quelque part, c'est ta capacité à intégrer ta lumière. Donc plus tu intègres cette lumière, ta lumière à toi, eh bien, après, il t'arrive de moins en moins ce genre de choses. Parce que justement, la lumière, bah, une entité qui, elle aurait du mal. C'est comme un projecteur en pleine tête. Elle a du mal à s'approcher de quelqu'un qui est lumineux, qui a une fréquence vibratoire plus élevée. Tu vois. Alors, elle va jouer sur d'autres registres. Si elle peut pas te toucher directement, elle va essayer de toucher les gens autour de toi, des petites choses pour te polluer, mais ça sera différent en fait. Ça sera différent. Est-ce que ces gens-là, quel que soit leur niveau d'incrustation, on va dire, est-ce que toi tu pourrais, comment dire, mm, donner les points communs à peu près qu'ils ont dans leur caractère ou dans leur psychique une fois qu'ils sont bien incrustés? Oui, c'est souvent des personnes qui sont en recherche affective, souvent des personnes qui ont une mauvaise estime d'elles-mêmes, des personnes qui se dénigrent constamment. En tout cas, j'ai remarqué, il y avait souvent ce point commun. Donc, quelqu'un qui se dénigre constamment, bah, forcément, les vibrations ne peuvent pas être très élevées. Donc, c'est des portes ouvertes pour les entités. C'est aussi des personnes qui sont facilement manipulables par les mots, par les choses qu'on leur dit. Des personnes qu'on peut commander en 2 secondes, des personnes que tu peux illusionner en 2 secondes. Donc des personnes qui sont quand même assez loin de leur processus mental, en fait. Elles sont victimes de leurs émotions, vraiment victimes. Elles ne vivent que dans le passé, dans le mémoriel, dans c'était mieux avant, j'aimerais que ça redevienne comme avant. Tu vois, c'est ce profil de personne. D'accord. Ah, parce que j'ai l'impression des fois quand je navigue un peu comme ça sur les forums de voir des gens qui sont un peu autoritaires, donc pas trop comme tu le dis, mais Mhm. je sens à travers eux des intentions Alors, mauvaises, tu vois. oui, alors tu as les inversés. Ça, là, on a parlé pour la partie thérapie en hypnose, les personnes qui viennent me voir. Tu imagines bien quelqu'un qui est foncièrement dur ou autoritaire ou autre, va pas forcément venir. Il supportera pas d'ailleurs de l'aide d'un thérapeute. Mais si tu veux, tu as aussi l'autre côté, c'est-à-dire que tu as des personnes, et elles sont tellement justement dans l'ego, dans le mauvais côté de l'ego, tellement dans l'autorité qu'elles se font happer par des entités qui vont leur donner ce pouvoir-là. C'est un petit peu d'ailleurs, c'est un petit peu quelque part le registre de certaines personnalités du showbiz ou politique. C'est ces gens qui se prennent pour les maîtres du monde, qui sont squattés. Et alors là, après, on passe à un autre registre d'entité. On parlera peut-être plus de contrôle par les reptiliens, tu vois, parce que voilà, faut employer les termes comme ils sont, en tout cas à notre époque, pour comprendre comment tout ça, ça fonctionne. Tu as des gens qui vont être contrôlés par cet aspect-là. Et du coup, ces personnes-là vont avoir une forme d'autorité et d'intelligence aussi. C'est-à-dire que derrière leurs mots, limite, ils seront capables de te mettre le doute parce qu'il y a une forme de vice et d'intelligence. Mais tu sentiras quand même que derrière la vibration, c'est pas ça. En fait, ils se grillent tout le temps avec la vibration. Parce que comme les gens ont appris seulement à écouter les mots et sont manipulables avec des mots, ils n'apprennent pas à écouter ce qui se trouve derrière. Et c'est la fréquence, c'est la vibration qui fait tout. Ah oui, puis le taux vibratoire ne peut être manipulé puisque c'est la signature de l'être. C'est ça, exactement. Exactement. Et je crois que c'est ça qui les embête. C'est pour ça aussi, parce que tu parles d'auto-vibratoire, c'est une des raisons pour laquelle aujourd'hui, à notre époque, tout est fait pour baisser le niveau vibratoire des gens. Que ça soit la pollution en modifiant les gènes des aliments, que ça soit la pollution atmosphérique avec les chemtrails, que ça soit l'eau que tu bois, que ça soit les fréquences des réseaux UMTS, donc des réseaux de Wi-Fi, téléphonie, etc. Tout est fait pour baisser un maximum la vibration. Mais on ne peut pas lutter contre quelque chose qui est réel, en fait. Juste une, parce que je vois qu'Olivier a envie de prendre la parole. Alors, juste une Ouais, avant que. Attends, attends, juste, parce que c'est dans la continuité. Excuse-moi, je te la laisse juste vas-y, après. vas-y, Je vas-y. suis désolé, les gars. Arkiel, et en continuant toujours dans cette, on va dire, logique, est-ce que des gens qui sont bons, généreux, est-ce que des gens qui sont incrustés, qui sont bons et généreux, il y en a autant en proportion?
Oui. Alors, si tu veux, ça dépend aussi parce que, tu vois, la notion de bien et de mal, elle est quand même un peu, je vais être un peu vulgaire, un peu pétée dans notre monde. J'ai vu des gens soi-disant bons, soit gentils, ceci, cela, c'était les pires des fois. Ils se cachaient derrière cette forme derrière cette parade psychologique ou comportementale. Et tout ça, c'était faux. En vérité, faut revenir aux choses les plus simples, la fréquence vibratoire. Tu sais, quand j'écoute quelqu'un qui parle avec intelligence, j'entends sa voix, j'entends la fréquence en fait. Ça me suffit. Je sais à qui j'ai affaire. En fait, tout est fréquentiel, tout est vibratoire. Tu as des personnes qui vont pouvoir te faire des super gentillesses, avoir des super comportements et tout ça. Et les entités, elles adorent ça aussi, elles se servent des deux, puisque le bien et le mal, c'est l'apanage de l'astral. Quand tu sors de cette dualité, il y a quelque chose qui est vibratoirement positif, on va dire, mais ça reste vibratoire. Et il n'y a pas de notion psychologique dans la vibration qui sera bonne, comme dans la dualité du bien et du mal. Mais la personne qui serait profondément bonne, pas qui fait semblant, est-ce que d'un côté, ça ne modifierait pas sa vibration d'une certaine manière ou que ça serait pénible pour l'entité? C'est ça que je veux dire. Pour qu'elle puisse s'installer chez une personne comme ça. Je ne sais pas ce qu'on entend par une personne vraiment, vraiment bonne. J'en ai connu, j'ai connu des gens, enfin en tout cas, on disait d'eux Une qu'ils personne, étaient vraiment... une Oui. personne comme toi, Olivier, Arkiel. Ouais, Je mais je sais peux pas, pas te prendre à partie, mais ouais. Ouais, voilà. je peux pas, Mais ouais, on je peux sent pas que me t'es bon, quoi, considérer comme comme, personnage. je peux Voilà. pas me En considérer fait, comme quelqu'un d'extrêmement bon. J'ai mes travers aussi, tu vois. concernant le bien et le mal, sincèrement, il s'en va à partir du moment où vous commencez à vous conforter dans la vibration, parce Oui. que très sincèrement, vous êtes happé par une énergie qui vous explique la manière, l'état dont vous devez être pour pouvoir être au mieux, pour pouvoir communiquer avec. Allô? Moi, je t'entends, Arkiel, Ah, hein. j'entendais plus rien là, tout d'un coup. Ça a Ah, coupé d'un coup. Euh, En fait, Olive, tu disais que oui, c'est cette énergie vibratoire qui fait, qui dicte ton comportement quelque part, en fait, d'une certaine façon. c'est pas que ça le dicte, mais en fait, tu t'ajustes à quelque Oui, c'est chose, ça. tu vois, et ça te En le fait, dit. tu peux pas faire autrement. Tu ne peux pas faire autrement Voilà. que t'ajuster à ta fréquence vibratoire. Donc, du coup, la notion de bien et de mal disparaît. Et, mais elle existe, si tu veux. Elle existe parce que bon, tu es encore plus conscient que les autres. Tu sais très bien que si tu fais quelque chose, ça sera bien, ça sera un bon acte. Et si tu fais du mal, tu sais aussi Ça que sera... ça sera du mal. Mais à l'inverse, tu as aussi cette intelligence, et ça, tu le sais. Tu sais que des fois, c'est pas parce que tu vas faire du bien que tu vas aider l'autre. Des fois, en faisant du bien, bah, tu fais du mal. Et des fois, en faisant du mal, en étant un peu plus péchu, un peu plus lent, bah, tu vas faire du bien, tu vas rêver des choses. Donc, tu vois, tu joues avec la dualité. En réalité, tout ça, c'est très personnel. Quand tu, quand tu as compris cette notion de bien et de mal, ça te permet de te centrer à toi. Et de te centrer, ça rejoint ce que tu dis, c'est de t'équilibrer dans ton énergie, en fait, dans ta fréquence vibratoire. Et du coup, de cette fréquence vibratoire va découler ton comportement qui ressemblera plus au réel de qui tu es, qui ne sera plus assujetti à la psychologie, à la dualité du bien et du mal. Je fais ça, c'est bien. Tu sais, il y a des fois, il y a des gens qui sous prétexte d'être sympa, d'être gentil, ils n'osent pas dire ce qu'ils pensent, ils vont faire plaisir à l'autre. Et des gens qui vont se laisser illusionner par ça, qui vont dire, ah, putain, t'as vu, cette personne, elle est vachement sympa. Ah, qu'est-ce qu'il était cool, ou qu'est-ce qu'elle était cool. Mais en fait, non. Non, parce qu'elle se ment elle-même, la personne en face. Et du coup, ça, c'est aussi enclin, en tout cas, à des manipulations par des entités, que ce soit dans les différents corps de la personne, que ce soit dans sa psychologie, que ce soit dans son mémoriel. C'est pour ça qu'on marche sur des œufs et que tout est personnel, tout est individuel. En tout cas, de ce que j'ai compris, c'est qu'aujourd'hui, de ce que je sais, c'est que plus ta fréquence est élevée, et évidemment, quand elle est élevée, c'est pas une fréquence qui est élevée dans le côté négatif des choses, c'est quelque chose qui se rapproche justement de, de la source, de qui on est, de qui nous sommes à l'origine, eh bien,
tu, tu, tu peux, en irradiant de cette énergie-là, peut-être susciter cette énergie chez les autres. Alors après, tu peux la susciter de plusieurs façons, que ce soit avec une communication verbale. Des fois, il n'y a pas besoin de parler, il y a la communication non verbale aussi, il y a la présence vibratoire, il y a, euh, il y a les ondes de forme, en fait, c'est-à-dire l'onde de forme, toi-même, tu es déjà une onde de forme, puisque ta présence ou ce qu'on va voir de ton image, de ta photo, va représenter la personne, de la personne que tu es vibratoirement. En fait, il y a cette image qui correspond à une fréquence, et ça ment pas, en fait. Ça ne sait pas mentir, d'ailleurs. Une fréquence, c'est pas à mentir. Quelqu'un qui est connecté à sa lumière ne peut plus, à un moment donné, être dedans. On peut juste être confronté parfois à des retours de l'ego, parce que je sais plus quand est-ce que c'était, s'il y a quelques jours, il y a une personne qui m'a envoyé une vidéo. Je ne l'aimerais pas là. C'est une personne du Supra qui est très connue et qui, elle, se dit être connectée, être fusionnée, pardon. Et en fait, elle n'est pas plus fusionnée que qui que ce soit. En fait, il y a pas, on est tous en fusion. Dès lors où on est conscient, où ta conscience s'ouvre, dès lors où tu t'interroges comme cela et que tu laisses ta lumière te pénétrer, qu'elle t'amène des réponses, c'est de la fusion. Et il y a pas de niveau. Il y a même quelqu'un qui m'a dit dernièrement, oh, tu ne devrais pas dire des choses comme ça sur une personne qui est aussi connue dans le Supra, qui a un petit blog et qui fait quelques vidéos, parce qu'elle, elle est fusionnée. Je dis, qu'est-ce que tu racontes? Je fais, c'est quoi, elle est fusionnée? Je suis là, tu es en train de la mettre sur un piédestal, tu es en train de te diminuer énergétiquement, et tu es dans une croyance en plus, en croyant qu'elle, elle est plus intelligente quelque part que toi, ou que c'est légitime ce qu'elle dit parce qu'elle serait en avance en fusion. C'est une illusion. On a tous ces capacités. Après, il y a des gens qui ont une conscience beaucoup plus large, qui ont une capacité à recevoir beaucoup plus de lumière. En général, ceux-là sont quand même plus simples. Ils ne sont pas en train de se dire je suis fusionné. Ils n'ont pas besoin de ça, ils sont sortis de ça, de toute façon. Arkiel, Mhm. est-ce que par l'auto-hypnose, tu peux d'une manière quelconque travailler sur ta vibration? Oui, de toute façon, à partir du moment où tu sais que, bon, par exemple, dans l'auto-hypnose, il y a les mots que tu vas employer. Par exemple, il y a une technique assez connue, c'est tu te mets devant un miroir et tu commences à te parler à la deuxième personne. Et voilà, tu commences à te créer une forme de programme bien précis pour quelque chose de précis. Eh bien, ça a un impact puisque ce sont des mots, c'est des fréquences, même si ce sont des formes. D'accord? Ça va relancer un certain programme. L'auto-hypnose va te permettre de lancer certains programmes de recherche chez toi. Ah, c'est très intéressant ça. Je pense qu'il y a tout un tas de personnes, ça rajoute encore on va dire une famille au style de personnes qui peuvent venir te voir. Mhm. Exactement. Est-ce que toi, de toi-même, tu as déjà fait des tests comme ça? Et si oui, comment ça se passait les jours suivants? Comment comment ça travaillait en toi? Alors, oui, déjà, j'ai déjà fait des tests comme ça au tout début. Au tout début, je pratiquais mon activité. Je faisais les tests pour savoir déjà si ça fonctionnait. Je voulais vérifier aussi que les méthodes que j'avais apprises fonctionnaient. Je voulais aussi vérifier que ce que moi j'avais mis en place, ce que j'avais créé personnellement fonctionnait aussi. Donc, j'ai testé sur moi avant de le tester sur des personnes. Et puis, ce que ça a changé, c'est que euh, tu t'en aperçois pas tout de suite que ça change déjà. C'est assez étrange parce que c'est comme si tu parlais comme si les fréquences et les mots que tu allais employer euh, étaient presque injectés à d'autres parties, à d'autres corps que ton corps carboné en fait. Ça résonnait avec d'autres parties de toi-même. Et du coup, bah, ça ouvre des portes. On va dire, c'est une sorte de technicité qui te permet, euh, justement, tu parlais d'ajustement, de t'ajuster un peu plus. Et en t'ajustant un peu plus, bah, tu as encore plus confiance en toi. En ayant un peu plus confiance en toi, bah, tu ouvres un peu plus ta conscience. Et en ayant cette conscience un peu plus ouverte, tu intègres à nouveau un peu plus de lumière. Donc c'est utile. Je ne dis pas que c'est utile pour tout le monde, hein. On n'a pas tous les mêmes besoins. Tu sais, c'est un peu comme des personnes
qui vont faire, par exemple, du yoga. Il y a des gens, ça va leur faire du bien. Ça va être leur façon à eux de se connecter déjà à leur corps et puis de se connecter à leur monde intérieur pour pouvoir s'intéresser à autre chose. Bon, ben là, c'est une technicité par les suggestions devant un miroir qu'on appelle l'auto-hypnose. C'est du yoga mental, je dirais, quelque part. Qu'est-ce que pourrait donner une suggestion du type à partir de maintenant, l'intégralité de mon subconscient m'est accessible? Oui, voilà, c'est ce genre de suggestion que je me suis fait. Je me suis autorisé, je me suis donné toutes les autorisations. J'ai même été plus loin parce que quelque part, si tu veux, j'ai même, euh, j'ai même demandé à mon double, en fait, d'empêcher tout parasite de montrer les choses telles qu'elles sont, de ne pas, de ne pas chercher à me minimiser les choses ou à essayer de me protéger. Voilà, c'est revenu souvent, ce genre de choses, tu vois, pour avoir accès à mon mode d'emploi, on va dire, Et si je du peux coup, schématiser ainsi. est-ce que suite à cette opération, tes rapports avec ton double, que je qualifierais le guide ou régulateur, est-ce que tes échanges avec lui ont été amplifiés? Alors, c'est très étrange parce que à chaque fois que j'ai fait ce genre de choses, sur le coup, non. Sur le coup, il n'y a rien qui se produisait. Donc, et en fait, tout simplement parce que j'attendais quelque chose. Et quand j'attends, si, j'ai compris que lorsque j'attendais quelque chose, j'étais plus dans les fréquences basses de l'ego, de la psychologie. C'était lié peut-être à des manques, à l'enfance, donc à l'émotionnel. Ça va très loin, ces choses-là. Et au moment où je me suis dit, oh, je m'en fous, de toute façon, je fais les choses, on verra bien après, eh bien, c'est là que j'ai commencé à avoir de la communication. C'est là que c'est venu à moi, en fait. Parce qu'il y avait plus ce rapport de. Il y avait plus cette dualité, il y avait plus cette attente. Donc, c'est venu à moi naturellement. Et par moment, ce qu'on appelle le double, qui n'est autre que moi-même dans une partie cosmique. Hein. Le double, c'est nous, cosmiquement parlant. Hein. C'est nous dans un autre espace-temps, dans une forme supraluminique, c'est tout. Euh, Bah, ce double, il décide, lui, quand il doit agir avec toi. Et par moment, je me sens largué parce qu'il est plus du tout, mais du tout présent. Plus du tout présent. Et il revient quand c'est le moment. Et en fait, je m'aperçois que tout est assez juste quand même. C'est souvent parce qu'on raisonne de manière psychologique et qu'on attend quelque chose que ça fonctionne pas. Et c'est les fréquences aussi, parce qu'il y a des fois, tu vas te faire embarquer dans des choses sur le plan matériel, dans ta vie de tous les jours, que ce soit par le train-train quotidien, faire les courses, payer tes factures, toutes ces conneries matérielles, en fait, toutes ces conneries astralisées, bah, tout ça, ça te fait baisser un petit peu, même si tu as ta connexion, ça te fait baisser un petit peu, puis tu remontes après. En fait, c'est un travail au quotidien, se centrer et de maintenir ces fréquences élevées. Il y a comme un rendez-vous aussi qui s'aménage, non? Oui, absolument. Absolument. J'aime bien le mot s'aménage. C'est exactement ça, en Ouais, fait. Il faut ouais, s'aménager les choses. c'est ça. Donc, faut se donner l'autorisation. Tu te donnes l'autorisation de t'aménager ce temps pour toi. Et qui est ce moment avec toi-même et avec cette partie cosmique qu'on appelle le double. C'est ça. Et donc, double, oui, une autre dimension, un autre plan que l'on nomme parfois aussi éthérique. Parfois, certains l'appellent lumineux, qui reste encore un plan subtil mais matériel. Est-ce que, est-ce que tu penses que l'esprit, il loge dans la matière ou est-ce que tu penses qu'il est hors matière et qu'il ne rentre pas facilement dans la matière, mais que son travail, c'est de pouvoir pénétrer dans la matière à travers l'ensemble de tous ces corps qui nous composent, un peu comme un grand véhicule voilà, qu'il utilise. Mhm. Et est-ce que tu penses que l'esprit précède donc la matière? Est-ce que tu penses que c'est l'esprit qui a créé la matière? Ça, oui. Pour moi, c'est comme le savoir. Ça précède toujours la parole. L'esprit précède la matière. C'est évident. Euh, L'esprit, en fait, si tu veux, ou ton corps éthérique, pour moi, tout est matière.
C'est seulement les formes qui changent. Seulement les formes qui changent. À partir du moment où tu as compris que la matière, c'était de l'énergie et que ton corps éthérique, c'est de l'énergie, que l'esprit, c'est de l'énergie, même si c'est une forme que nous ne connaissons pas réellement ici d'un point de vue, d'un point de vue d'un point de vue de fusion, parce qu'on ne peut pas être fusionné totalement, parce que la lumière de l'esprit dans la matière, ça serait tellement puissant que on pourrait pas. Et puis c'est pas le but. L'esprit là, c'est juste une connexion un petit peu. Ça fait sourire les gens. C'est un peu comme une connexion Wi-Fi ou Bluetooth. Hein, il t'envoie ces rayons de lumière au moment où tu en as besoin, mais c'est pas son rôle de venir s'intégrer totalement dans la matière. Et c'est pas, c'est peut-être autre chose à faire. Tu es ici pour, euh, pour retrouver déjà ta mémoire d'origine, donc ta mémoire qui n'est pas installée sur un disque dur, qui n'est pas la mémoire de l'âme, tout ce qui fait souffrir l'âme. Donc faut déjà nettoyer toutes les scories de l'âme, faut faire rentrer un maximum de lumière, et tu l'as avec la connexion cet esprit qui est justement hors de notre plan matériel, mais qui est pour moi une forme de matière. Tout est matière, tout est énergie. Est-ce que tu penses, alors bon, ça c'est une question à laquelle beaucoup de personnes disent que c'est pas possible. Moi, je me pose toujours la question parce que on peut découvrir en fait le magnétisme un peu de notre esprit lorsqu'il descend en nous. Moi, je l'ai ressenti aussi très souvent quand je faisais de la peinture ou de la musique, où j'ai cette impression, où j'ai cette énergie qui vient m'habiter totalement. Et bon, à travers la peinture, quand même, il y a cette osmose, cette énergie vraiment qui m'habite. Et puis après, quand on arrête, c'est vrai que c'est comme si j'étais, je ne sais pas si on peut dire sortir de transe, mais c'est vrai qu'on pourrait parler de ça et on se sent C'est vraiment. ça. C'est ça, c'est que tu es dans un état de transe. Ce qui Ouais, t'habite, il y a deux façons il y a deux façons de voir les choses. Soit cet état-là, en fait, est une connexion astrale, parce que même dans les hautes sphères de l'astral, tu peux avoir de l'inspiration, tu peux créer, tu peux te sentir en transe avec cette connexion. Et si c'est une connexion créative de l'esprit, il doit y avoir une nuance, et il n'y a que toi qui peux le savoir. C'est une nuance qui est intime, qui est vibratoire. Il n'y a pas de pensée dans tout ça, c'est fluide, c'est de la créativité. Tu vois, pour moi, c'est une façon d'identifier la différence entre les deux. Et elles sont pas pour moi, il y a pas de côté négatif derrière tout ça. Tu as des gens qui sont inspirés à travers l'astral, quoi qu'on en dise. L'astral n'est peut-être pas tout ce que l'on peut en dire. Paraît-il même qu'avant avant la maîtrise de l'astral par le contexte archontique, l'astral était plutôt quelque chose d'expérimental intéressant pour l'homme. C'est après que ça s'est gâté. Mais bon, je ne vais pas rentrer là-dessus parce que c'est encore un vaste sujet. Euh, Tout ça pour dire qu'on peut être inspiré de plusieurs façons. Donc du monde des hautes sphères de l'astral, parce que ça existe aussi, et puis de ton esprit. Mais ça, c'est vraiment une connexion intime. Il n'y a que toi qui peux le savoir. Ça se joue toujours sur la fréquence. Si c'est trop mentalisé, si c'est trop dans la recherche, bien qu'il y ait de l'inspiration, bien qu'il y ait beaucoup d'inspiration, ça a tendance, je dirais, à être contrôlé par les énergies astrales. Si maintenant c'est de la pure créativité, que ça coule, ça vient en toi, c'est comme ça, c'est plutôt lié à ton esprit. Arkiel, j'ai une dernière question. C'est vrai que tu viens de dire que tu voulais pas d'être trop développé dedans, mais en fait, ça fait peut-être trois quarts d'heure que j'ai envie de te poser cette question. Là, franchement, j'essaie de D'accord. me placer. Tout à l'heure, déjà, tu as parlé de reptiliens. Donc, pour Mhm, certaines personnes, ça peut être nouveau. Et puis mhm, là, tu viens de placer le mot archonte. Et justement, je mhm, me pose la question, moi, personnellement, enfin, est-ce mhm. qu'un reptilien est un archonte ou est-ce que ce sont deux espèces d'entités différentes ou est-ce que c'est des extraterrestres? Enfin, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire Alors, déjà, il faut. Bon, déjà, la première chose, le reptilien, tout le côté reptilien, d'ailleurs, nous-mêmes, on a un cerveau reptilien. Donc, tu vois, ils nous ont même donné une partie de leur ADN.
s'il y a eu une manipulation génétique, c'est qu'il y a eu leur présence physique sur Terre. Elles ne sont pas, c'est pas seulement dans des plans de quatrième dimension qu'ils évoluent, ils évoluent aussi dans la matière ici. Depuis la nuit des temps, les reptiliens sont présents. Il y a eu des armoiries, que ce soit les armoiries d'ailleurs de certaines loges ou certaines loges templières, que ce soit en Chine avec les dragons. En fait, il y a toujours eu quelque part ce symbolisme pour montrer leur présence. Donc ça date c'est vraiment la nuit des temps. C'est présent depuis tellement longtemps que on ne peut pas aujourd'hui, si tu veux, on ne peut pas le nier, tout ce contexte-là. Maintenant, est-ce que les archontes sont des reptiliens? Je dirais que tout ça, en tout cas, c'est une famille. Ils sont liés. Ils sont liés. De la même façon qu'il y a plusieurs races dans l'univers. Donc, il y a peut-être des archontes qui sont plus proches des reptiliens et qui ont même des formes qui nous dépassent totalement. Voilà, donc pour expliquer aux gens qui ne sont pas forcément du supramental, c'est une notion qui est propre au supramental. Quelle notion? Les archontes, tout ça. euh, Alors, je ne sais pas si c'est propre au supramental parce que bien avant de connaître le supramental, j'avais déjà lu certains ouvrages qui parlaient du phénomène archontique. Ouais, il me semble que c'est les gnosis qui en parlent. Alors, les Rose-Croix, par exemple, à un moment donné, j'ai évolué, j'avais quelques amis qui étaient Rose-Croix, donc ils utilisaient leur science qu'on appelle la gnose, la science infuse. Déjà, ils en parlaient. Je veux dire, il y a eu beaucoup d'auteurs qui ont parlé des archontes et des fois les noms ont changé. Je sais, là encore, c'est de la forme. Donc, tu sais, on leur a donné tellement de noms qu'aujourd'hui, je ne sais même pas si c'est ça le plus important. Mais en tout cas, on pourrait dire que les archontes ont une nature reptilienne dans le sens où ils agissent comme les reptiliens qui manipulent les gens ici, dans la quatrième dimension, qui se collent à leur corps et qu'utilisent les corps comme relais organiques, notamment pour les portails organiques. Alors, on avait quelques questions de Nadia et de Muriel. Bon, je pense que tu as répondu à la plupart. Comment es-tu arrivé à cette technique? Son point de bascule vers l'hypnose et l'auto-hypnose, la connexion à son vécu avec la connexion son soi supérieur. Alors comment est-il arrivé à cette technique? Arriver à la technique que j'ai créée, l'hypnose quantique simplifiée. Je pense qu'elle parlait, elle voulait dire comment en es-tu arrivé à l'hypnose? Ah, d'accord. Comment en es-tu arrivé à l'hypnose? Euh, comme comme j'ai expliqué, ça fait. Bon, j'ai commencé à lire mon premier livre sur l'Atlantide, je devais avoir 7 ans, et après, t'imagines ce que j'ai pu lire comme livre, que ce soit sur le développement personnel, l'ufologie. Donc, ça a toujours été quelque chose qui était comment. Qui était comme si c'était un peu en suspens, comme si je devais aller dans cette direction, en fait. En fait, plus j'observais le comportement humain, plus je me disais que les fondements de notre psychologie n'arrivaient pas à aider les personnes. Et n'arrivaient pas, en fait, on tournait en rond, on intellectualisait trop les choses. On n'allait pas à l'essentiel. Et, et du coup, en me penchant sur l'hypnose, par exemple, notamment l'hypnose ericksonienne, j'ai vu qu'en fait, à travers des suggestions, à travers des métaphores et des histoires que l'on pouvait raconter à une personne, la personne pouvait prendre d'elle-même ce dont elle avait besoin. Donc, le thérapeute n'a pas grand-chose à faire à part trouver les bonnes suggestions, les bonnes métaphores, les bonnes histoires que la personne pouvait elle-même se soigner. Je trouvais ça formidable parce que du coup, euh, la personne n'était pas obligée d'être là et parler pendant 1 heure. Et souvent, en plus, les gens n'ont pas envie de raconter leur vie. Ils n'ont pas envie de raconter leur vie à Pierre, Paul, Jacques. Ils n'ont pas envie de se sentir piégé par un psychologue ou un psychanalyste ou un psychiatre. Tu vois, tu as des gens qui viennent avec une certaine fragilité, donc il faut arriver à identifier très rapidement leurs besoins et après tu les invites à fermer les yeux et à travers ce que tu vas leur raconter, c'est eux qui font leur ajustement.
toi, tu n'interviens plus, tu sais pas ce qui se passe dans leur tête, mais tu sais que avec les mots et la subtilité que tu auras apporté à travers ces mots, ça va changer quelque chose en eux. Ils vont se transformer d'eux-mêmes. En fait, tu les invites à découvrir qu'ils ont une possibilité à l'intérieur d'eux. C'est c'est à partir des années 2005 que j'ai commencé vraiment à me dire, tiens, il va falloir que j'utilise plus ces technicités d'hypnose. Et c'est à partir de ces années-là que j'ai commencé à développer ma méthode à moi. Ah, c'est intéressant parce que c'est ce que j'avais essayé aussi et il me semble que j'avais eu des bons résultats, mais je me souviens plus exactement de l'auto-hypnose justement. Alors, Alors, l'auto-hypnose, enfin, moi, je fais des séances d'hypnose pour les personnes. L'auto-hypnose, c'est vraiment, comment dire, je le fais pour moi personnellement. Quand je fais des formations, évidemment, j'enseigne aussi, j'enseigne aux personnes comment se faire de l'auto-hypnose, comment se programmer elles-mêmes. Euh, suivant certaines personnes dans les séances que j'ai, je dis, ben voilà, après chez vous, vous pouvez continuer en utilisant telle et telle suggestion, vous regardant devant un miroir, donc en vous aidant à vous auto-hypnotiser de cette façon-là. Mais à la base, je fais des séances d'hypnose. L'auto-hypnose, pour moi, c'est un petit plus, on va dire. On sort d'une séance, tu vois, c'est quelque chose que c'est un petit exercice que tu peux faire au quotidien chez toi, l'auto-hypnose. Ça n'a pas la qualité, en tout cas, d'une séance. ah voilà, c'est ça qu'il faut peut-être préciser, c'est que il n'y a pas cette notion de cette connaissance pour les soupapes de sécurité, on va dire. Voilà, c'est ça, exactement. C'est exactement ça, en fait. Un petit En fait, message à Florent, un petit coucou à Florence au passage. Ouais. donc, voilà, c'est ça, en fait. Il faut, pour déjà se faire de l'auto-hypnose, faut déjà se connaître, faut déjà avoir cheminé. Il faut savoir aussi comment créer les bonnes suggestions pour soi. Et puis, si tu dois inviter quelqu'un à se faire de l'auto-hypnose, eh bien, tu dois être en mesure de lui donner les bonnes indications, parce que si tu es une personne qui est fragile, qui est un peu timide, déjà se regarder devant la glace et se parler à elle-même, elle va trouver ça bizarre, très étrange, tu vois. Eh ben oui. Donc, l'auto-hypnose, pour moi, c'est un exercice presque en dehors des séances d'hypnose. C'est vraiment au cas par cas, c'est vraiment quand tu as cheminé un peu, c'est vraiment quand tu as déjà fait un certain travail sur toi. Les sportifs l'utilisent, par exemple. À une période, je me rappelle, dans les années 70, dans le milieu, par exemple, du culturisme, du posing, d'ailleurs, c'était le comédien Arnold Schwarzenegger qui disait qu'il se faisait de l'auto-hypnose. Il se programmait pour ses entraînements, il visualisait son corps plus gros, il se visualisait des heures dans la glace en faisant du posing, il se mettait dans cet état. Donc ça c'est intéressant. Et beaucoup de sportifs d'ailleurs recherchent cette pratique d'auto-hypnose pour se programmer. Alors ils ont besoin de faire une séance, puis après ils ont besoin aussi de connaître des techniques d'auto-hypnose pour pouvoir améliorer leur cadre de vie. Ah, c'est clair que pour le dépassement de soi, tout ça, ça peut être quelque chose de vraiment bien, même pour un militaire ou n'importe quoi, hein. Et oui, exactement, exactement. Alors, une autre question de Nadia, ton vécu avec la connexion à ton soi supérieur. Est-ce que, quel est ton vécu avec ta connexion avec ton toi supérieur? Alors, ça dépend. Si on appelle la connexion à l'esprit le soi supérieur, ça me va parce que c'est ça pour moi, c'est nous, c'est notre moi supérieur en fait, c'est ça, c'est bien dit de cette façon-là. J'ai l'impression que je l'ai toujours eu en fait, depuis que je suis enfant. Je le sentais, c'est seulement que dans mon développement, dans ma manifestation psychologique d'enfant, je ne savais pas comment y avoir accès, mais je savais que ça rôdait tout le temps autour de moi. Ça a Voilà. toujours été présent. Ça s'est accéléré, je crois, quand j'avais une vingtaine d'années, quand j'ai commencé à lire des livres de Sri Aurobindo, où j'ai commencé à, à m'intéresser à ce qu'on appelle le supramental. On entend souvent parler de Sri Aurobindo, donc moi qui Mhm. connais pas, je pense que je vais essayer de lire.
C'est intéressant. Je crois que, alors, si je me souviens bien, un des titres de son livre, ça s'appelle La vie divine. Tu vois, c'est intéressant. Pour moi, ça a été au début une sorte de gymnastique psychologique. Et après, c'est devenu une gymnastique mentale. Tu vois, en fait, ce sont des étapes parce qu'il faut intégrer tout ça. Même si ta lumière à toi tourne autour de toi, te donne des indices, qu'il y a quelque chose que tu dois obtenir, que tu peux comprendre, qui va t'amener sur une autre, sur une autre vision du monde de la matière dans lequel tu es et va te montrer au fait que c'est un monde d'illusions, que même tes pensées ne t'appartiennent pas forcément. Eh bien, avant de cheminer dans tout ça, bah, ça demande un certain réajustement, une certaine gymnastique mentale. Et au début, c'est une gymnastique psychologique. Il faut se défaire justement de toutes ces croyances. Ça remet tellement de choses en question. Tellement de Alors, choses en question. alors justement, comment est-ce que, pour quelqu'un qui pourrait écouter, comment est-ce qu'on peut dissocier, enfin, comment est-ce qu'on peut dissocier la lumière qui essaie de te guider et une entité astrale qui essaierait de faire la même chose, mais pour t'emmener là où elle veut? Souvent, quand c'est une entité, il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de pensées, en fait. Et c'est quand tu es observateur de ces pensées, en fait, tu t'en aperçois quand tu observes tes pensées et quand tu les trouves, la facette de toi réelle, la facette intelligente de toi, c'est que ces pensées sont complètement immatures, sont complètement euh, dérisoires, elles sont pas intelligentes. Il y a rien d'intelligent dans tout ça. Dès lors où tu observes tout ça, tu sais que tu es en connexion avec ta lumière. Maintenant, si tu te laisses happer par ces pensées-là, pensant que, pensant que c'est ta connexion à ton moi supérieur, tu vas en faire l'expérience et puis tu vas t'apercevoir qu'à travers ces expériences, eh bien, elles vont jamais suffire. Il va y avoir des situations redondantes qui vont revenir à chaque fois et tu sais que tu es manipulé. Donc, à un moment donné, ça doit s'arrêter et ça ne peut s'arrêter que lorsque tu sais, lorsque tu as conscience que tes pensées ne t'appartiennent pas, que la plupart de tes pensées, s'il n'y a pas d'intelligence derrière, c'est pas toi. Et après, j'en reviens tout le temps à la fréquence, à la vibration. Tu le sais. Il y a quelque chose que tu le sais. Tu n'es plus dans la croyance, tu n'es plus dans une interprétation psychologique. Si tu commences à être dans des interprétations psychologiques quand tu fais quelque chose, si ça descend pas naturellement, si t'es, si tu es envahi de pensées, et même si c'est des pensées spirituelles qui t'amènent à des choses qui peuvent te donner la sensation ou l'illusion d'être bien, ça restera qu'une illusion. Parce que le réel, il est beaucoup plus froid que ça, il est beaucoup plus direct et, il est différent. Il est différent en fréquence. D'accord, donc vraiment, vraiment élargir sa conscience pour mieux percevoir ce parasitage, justement. Ouais. Oui, c'est ça, c'est plus ta conscience. En fait, c'est l'expérience aussi. C'est pour ça que. Alors, c'est toujours en conscience. C'est juste la forme qui change, en fait. Euh, la, forme, euh, la forme de ton état, en fait, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment, ça grésille beaucoup. Ah oui, ça devait être le micro, oui. Ouais. Alors, donc on a une question de Muriel, plusieurs questions. L'hypnose sert à repartir dans du mémoriel. Comment rester en conscience pendant ce temps d'hypnose? Alors, t'es toujours dans une forme de conscience. C'est la forme qui change. Comme je le disais tout à l'heure, on est constamment sous hypnose dans une journée. Constamment. Je dirais même que quand on se connecte à soi, quand on fait une introspection intérieure, on se déshypnotise. Donc il y a toujours une forme de conscience qui est là. Seulement, on devient la personne ou le patient est observateur de ce qui se passe à l'intérieur de lui. Vas-y. L'intérêt, ça n'est plus d'être justement dans la conscience de tous les jours, du quotidien, c'est d'être dans un autre état, justement. C'est pour ça que c'est pour ça qu'on appelle cet état un état modifié de la conscience. Ce n'est plus ta conscience de tous les jours quand tu te lèves le matin, que tu vas faire tes activités, que tu vas acheter ton pain. Ce n'est pas la conscience que tu as lorsque tu discutes avec des personnes autour de toi. Non, c'est un autre état, c'est une introspection intérieure. Donc il y a toujours une conscience, c'est la forme qui a changé. Et c'est une forme qui est beaucoup plus proche de la personne, en fait. Souvent, les gens, quand ils font une séance d'hypnose, d'ailleurs, ils me disent waouh, ça m'a fait énormément de bien. Bah oui, ils sont plus connectés à eux-mêmes, les gens.
Ils sont connectés à l'extérieur, ils ne sont plus connectés à l'intérieur d'eux. Donc c'est une forme de conscience qu'ils n'ont pas l'habitude de connaître. Mais il y a toujours une conscience. D'accord. Une autre question. Comment ça, ok. Quel est le but, mis à part débloquer une programmation? Alors, on n'est pas obligé de débloquer une programmation. D'ailleurs, ça n'est pas au thérapeute de débloquer quoi que ce soit. Il n'y a que la personne qui peut le faire. On peut seulement emmener le sujet, le patient sur ce terrain-là, si lui, il en a envie. Euh, le but réel, c'est, en tout cas, pour faire simple, c'est d'aider la personne à aller mieux. C'est de l'aider à trouver son potentiel à l'intérieur d'elle. Il y a du potentiel, la personne l'ignore. Donc, c'est lui montrer que à travers puisqu'on parle d'hypnose, de séances d'hypnose, à travers des histoires et des métaphores, la personne va pouvoir s'identifier à une histoire ou à un héros ou à une situation. Et c'est cette partie inconsciente de la personne qui va pouvoir faire le travail. En fait, l'inconscient va enregistrer qu'il y a une capacité d'évolution, de changement, et ça va s'imprégner, ça va s'infuser au quotidien après dans la personne. Donc le but, c'est toujours le même, c'est d'aider les personnes à aller mieux. Plutôt qu'aller chez le psy et raconter leur vie, les gens ici ne racontent pas leur vie, ou très peu, hein. Une anamnèse, ça dure allez, 10 minutes, un quart d'heure à tout casser. Et après, il y a 45 minutes dans un état de transe qu'on appelle l'état d'hypnose, ou l'état d'hypnose qu'on appelle l'état de transe, vice-versa. Et c'est à travers les suggestions que la personne fait elle-même son travail. En fait, c'est elle qui se met dans cet état, c'est elle qui trouve ses solutions en elle-même. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont peur d'être hypnotisés parce qu'ils savent pas qu'est-ce qui pourrait se passer pendant ce temps-là. Est-ce que tu pourrais leur définir exactement, enfin, pourquoi ce n'est pas possible? Alors, ces personnes qui ont peur, c'est souvent, elles ont peur que le thérapeute prenne le contrôle, qu'il y ait une prise de possession, en fait, une prise de pouvoir sur la personne, que la personne n'ait plus son libre arbitre. Alors qu'en hypnose, on entend toujours tout. On est seulement dans un état modifié de conscience. Des fois, on est un peu plus plongé dans une espèce de rêverie, mais on entend plus ou moins les choses. On entend ce que va dire le thérapeute. Et puis, c'est aussi au thérapeute à rassurer le patient en expliquant que de toute façon, à n'importe quel moment, la personne peut réouvrir les yeux si elle le souhaite. Elle peut bouger son corps, elle peut, je sais pas moi, se gratter, bouger une main. Elle est libre. En réalité, un hypnotiseur ou un hypnothérapeute n'a aucun pouvoir sur une personne, seulement si elle le croit. Donc, un thérapeute qui sait ça, il doit déjà rassurer la personne qui a peur de l'hypnose, parce que c'est un peu connoté, hein. Ce qu'on voyait dans les films ou dans les spectacles, quand on voyait ces hypnotiseurs qui prenaient des gros yeux, qui prenaient une grosse voix, qui disaient maintenant fermez les yeux, et la personne tombait tout de suite dans cet état de transe. C'est ce qu'on appelle des ruptures de pattern, ce sont des chocs. Et ça fonctionne, oui, ça fonctionne bien sur des gens. Mais là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est vraiment de la thérapie. C'est accompagner les gens dans leur changement. Comme de la même façon qu'on accompagne un sportif pour qu'il soit plus performant, par exemple. Pour moi, c'est aussi simple que ça. J'aime bien ta démarche, on voit que tu es quelqu'un de bien, qui voit la personne et qui voit ce qu'il y a derrière. Tu vois, qui est quelqu'un de bon, voilà, de solaire, je vais dire. C'est intéressant que tu dises ça. Mm. Eh oui, je le pense, hein. Enfin, je le pense, excusez-moi pour les gars du supplément mental, mais je le pense, ouais, ouais. Merci. J'ai eu quelques Merci pour le échanges. compliment, en tout cas. Ah, j'ai eu quelques échanges avec toi et il n'y a jamais rien dans ce que tu as dit qui m'a choqué ou que j'ai émis une résistance. Donc, pour moi, tout ce que tu dis est juste. Mm. Bah, Voilà. écoute, merci pour ça. Et alors, Mais je trouve justement, dans le Supra, d'ailleurs, je crois à un moment donné, t'avais fait remonter ça comme. Ah, ça grésille encore. recoupe ton micro, Olivier, juste 2 secondes, s'il te plaît. Merci. Tu avais fait remonter à un moment donné dans le Supra. C'est vrai que tu trouvais que des fois, les personnes n'étaient pas chaleureuses, ou étaient
un peu égocentrique, un peu, et c'est vrai, moi-même je l'ai remarqué, c'est comme si les personnes se sentaient redevables de jouer un rôle parce qu'on leur a dit que quelqu'un qui était connecté, le savoir, c'est quelque chose qui est froid, l'esprit, c'est quelque chose qui est froid. C'est comme s'ils étaient en train de jouer ce rôle de cette froideur, alors que c'est pas ça. C'est pas du tout, il n'y a pas du tout cette froideur en réalité. C'est Sinon après c'est que de l'ego, c'est que des polarisations. Je pense que tout le monde a amené son savoir, et puis il y a aucune question idiote quelque part. Tu vois, tout est intéressant quand on ne sait pas, on demande les choses et on l'explique, on en apprend tous des uns des autres. Pour moi, ça reste de l'échange avant tout. Ah bah c'est clair, et puis à partir de l'échange, c'est là qu'on apprend, c'est là qu'on se modifie, c'est là qu'on confronte sa vérité. C'est ça. Et tu vois, c'est exactement le mot. Souvent, tu as des gens, ils vont t'amener de l'information. Et moi, j'ai lu des choses très, très pertinentes, très intéressantes, mais ils ne veulent pas être confrontés. Dès que tu les contredis à quelque chose, non, c'est leur vérité, c'est comme ça. Ils ne sont pas dans cette ouverture. Et pour moi, là, on n'est plus dans le supra. Justement, on est dans la dualité parce qu'il y a une forme de lutte. C'est en gros, voilà, ce que je dis, c'est ça, c'est du supra, ce que tu dis, c'en est pas. Tu vois, et c'est là qu'on peut aussi se perdre et retourner dans les fréquences un peu égotiques du début, tu vois. Ah mais complètement, et moi je suis persuadé qu'il y en a beaucoup qui pensent être conscients mais qui ne le sont pas et qui se font jouer par les entités derrière, hein. C'est dommage, mais c'est dommage. Je crois qu'Olivier voulait dire quelque chose, tu peux réactiver. Olivier, désolé, hein. Non, c'est bon. Déjà, on peut comparer pas mal de choses. J'ai deux, trois choses à dire, peut-être avant de terminer. Mais pour rebondir sur ça, j'avoue que c'est de la bestialité spirituelle, évolutive, à la bouillabaisse. Vous voyez, il y a des personnes qui s'initient à l'intérieur de certains courants et puis qui se laissent complètement conditionner, qui n'ont pas de recul et qui finissent par devenir agressifs envers les personnes qu'ils croisent. Et ça, c'est sûr que c'est pas un problème dans ce sens, mais on dirait que c'est une forme de guerre spirituelle qui se développe. Je sais pas, on dirait une confrontation, des gens qui cherchent à nous dualiser alors que finalement, ça nous intéresse pas du tout. Et voilà, mais non, C'est vrai ce que tu dis. C'est vrai, ça ressemble à une guerre spirituelle. Et, du coup, ça fait que il en ressort pas des choses positives. Tu sais, c'est un petit peu comme les gens qui se référencent tout le temps à quelqu'un. Par exemple, des fois, quand les gens ne savent pas expliquer quelque chose ou n'osent pas peut-être tout simplement expliquer leur point de vue à eux, ils vont vous mettre une citation de BDM ou d'ISO ou de ceci ou de cela. Euh, Moi, je m'en fous un peu de tout ça. En fait, j'admire je respecte le travail de BDM. Je trouve que c'est formidable ce qu'il a fait, mais pour moi, c'est pas mon maître à penser. Il a amené quelque chose. Il a une présence. Il a cette énergie, et à travers les mots qu'il exprime, on sent bien cette énergie. Donc, c'est très utile. Mais une fois que tu as intégré tout ça, ce qui est important, c'est pas de répéter ce que lui dit, c'est qu'est-ce que tu en as compris, comment tu amènes les choses toi. Parce que l'idée, c'est ça, c'est si on parle de sixième race, pour moi, c'est la race qui va justement venir surplomber les autres, qui va apporter, qui continue de faire descendre le supramental. Et du coup, ben, on sera bien loin de tout ce qu'a pu amener Bernard de Montréal, même si ça sera tout le temps, même si ça sera tout le temps acté dans le sens où il y a une intelligence dans son savoir. Mais il y aura d'autres choses qui vont encore évoluer. C'est le but. Ça n'arrête pas. Il n'y a pas de limite à cela. Et il m'est arrivé des fois de lire des choses de personnes qui n'étaient pas du tout, qui ne connaissaient pas Bernard de Montréal ou d'autres personnes, des choses qui m'ont scotché. Je me suis dit, waouh, là, il y a un niveau. Tu vois, on peut être surpris par d'autres personnes. Donc, pour moi, se référencer trop à certaines personnes, ça peut être, enfin, ça peut être mal interprété, en fait. Tu peux avoir des bases, tu peux, heureusement, moi je citais tout à l'heure Robindo, et puis après il y en a d'autres auteurs hein, qui ont amené leur pierre à l'édifice, mais
on a tous ce potentiel. On est tous des Sri Aurobindo ou des BDM, on a tous une façon de voir les choses. Après, notre façon d'intégrer la lumière, notre capacité à recevoir de l'information, elle est personnelle à chacun. Puis tout le monde n'a pas entre guillemets, le même rôle, la même fonction en tout cas. Et c'est pas grave d'ailleurs. Si tu devais laisser un message comme ça, ajusté à tous les gens qui vont l'entendre, quel serait-il? Par rapport à ton mode de vie, comment tu vois la Mm. vie, et qu'est-ce que tu penses qui est important en toi que tu aimerais bien que les gens entendent? Faites confiance à votre lumière. Tout vous ramènera à votre lumière. Quoi qu'on fasse, de toute façon, on a beau avoir toutes les expériences que nous voulons, par exemple notamment ici, puisqu'on vit ici dans le monde de la matière astralisée 3D, on peut faire plein de choses, on peut lire plein de choses, on peut, on peut intellectualiser même si on veut plein de choses, mais en fait tout nous ramènera à notre lumière. Et la lumière, c'est simple, c'est très simple. Et c'est parce que c'est simple que c'est évident. Et c'est parce qu'il y a cette évidence qu'il y a cette connexion qui, qui s'imprègne en nous. Donc faire confiance à notre lumière, en fait. Ne pas douter de ça parce que tout le reste, c'est de l'interprétation, euh, même s'il y a des choses utiles, que ce soit à travers les couches de l'ésotérisme ou d'autres sciences, tout peut être utile à un moment donné, mais à la finalité, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à se libérer. Et pour être libre, il faut être connecté à sa lumière. C'est ça le plus important. Eh bien, merci Arkiel. Merci, Brice. Franchement, Merci, Olive. c'était très, très sympathique, très, très bon de ta part de venir vers nous. Et je pense que si tu l'acceptes, j'aimerais bien mettre un lien si les gens veulent te contacter. Oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Mhm. En fait, c'est ce que je me posais comme question. Tu es situé où si les personnes du groupe voudraient te voir? Ah, pour le moment, je suis situé du côté de Saumur, dans le Maine-et-Loire. Ok. Je C'est dis vers pour où? le moment parce que je vais sûrement être amené à déménager dans le sud, du côté de Montélimar. D'accord. Ok, bah tu m'enverras après si tu veux bien un lien et comme ça quand je vais faire la vidéo, eh ben, je pourrais le mettre dans la description. J'imagine que les gens, oui c'est sûr, vont vouloir te contacter parce qu'avec tout ce que tu as énuméré comme on va dire cas que tu peux traiter, eh ben ça va toucher beaucoup de monde. Ben, en général, oui, c'est ça. Bah non mais c'est clair parce qu'en fin de compte si on y pense, il y a tellement de choses et je tiens à préciser à ceux qui nous écoutent que si jamais un jour je devais aller voir un hypnotiseur, eh ben, je pense que ce serait toi que j'irais voir et avec plaisir. Merci beaucoup, Brice. À bientôt. Très belle soirée à vous deux. Et puis, merci aussi pour cet échange avec vous. Merci. Et nous qui Merci, te bonne soirée. Bonne soirée.